Bonjour et bienvenue. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnes inspirantes, des parcours uniques. Il vous propose aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Drouot, qui est un physicien, spécialiste mondialement connu de l'étude et de l'avancement cognitif, de l'expérimentation des états de conscience et des thérapies quantiques. Il est aussi connu pour son travail sur la cohérence cardiaque. Alors on va découvrir tout ça plus en détail aujourd'hui, surtout sur son dernier livre, La révolution de la pensée intégrale aux éditions Guitré Daniel. Alors abonnez-vous maintenant et restez connectés, car ce que vous allez découvrir peut élargir votre vision. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti. Patrick Drouot, bonjour, comment allez-vous? Ah, écoutez, on va dire au maximum. Oui, Voilà. d'accord. Oui, très bien. Merci vraiment, Sébastien. Merci de me donner la parole. Hein. Ben, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'un gros dossier, d'un gros sujet, de votre dernier livre, La révolution de la pensée intégrale aux éditions Guitré Daniel. Voilà, c'est un beau bébé, bien expliqué, mais il faut quand même il faut s'accrocher pour tout Ah, comprendre, j'avoue. il faut s'accrocher. Hein. Ouais, ouais. Mais Il y si a... vous voulez, pour moi, il a été, enfin, on va en parler, mais si vous voulez, ça a été vraiment révélateur, si vous voulez, de ce que nous traversons aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'homme, aussi en tant que société. Voilà. D'accord. Bon, avant de parler du livre, pour le peu peut-être de personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire qui est Patrick Drouot avant d'écrire ce livre? Bon, alors je suis alsacien d'origine. Hein. Je suis né à côté de Strasbourg à la fin de la dernière guerre, hein, la nôtre, hein. Et j'ai passé une licence de sciences à la faculté des sciences de Nancy. J'ai un troisième cycle de physique théorique hein, que j'ai passé aux États-Unis parce que j'ai vécu 12 ans à New York, 9 ans et 3 ans à Chicago. Et bon, je la fais court, hein, si vous voulez. Donc, j'ai un passé de physicien. Pour être bref, si vous voulez, les physiciens, c'est un petit peu comme les spécialisations médicales. Hein, vous savez qu'en médecine, il y a les neurologues, il y a les cardiologues, Oui. il y a les dermatos, etc. Les physiciens, c'est un petit peu pareil. Les stars de la physique, ce sont les astrophysiciens, hein, si vous voulez, c'est ceux qui travaillent sur les clés de l'univers. Mais les théoriciens de la physique, ce sont un peu les historiens, hein, c'est-à-dire que on va expliquer, ou si vous voulez, on va comprendre comment une loi, comment une tendance s'est peu à peu créée. Si vous voulez, c'est un peu la philosophie de la physique moderne, on va dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a passionné parce que j'ai souvent dit, si j'avais pas fait des études de physique, j'adore l'histoire. Et puis j'adore aussi, si vous voulez, l'anthropologie avec D'accord. les structures socio-culturelles des peuples premiers. Ok. Donc, si vous voulez, en 1973, donc je quitte l'Alsace. Hein, je suis admis dans une très belle université américaine qui est Columbia. Alors, D'accord. si Ok. vous voulez quitter l'Est de la France et arriver dans les années 70 hein, dans une Amérique qui est en plein bouillonnement, c'était aussi un choc culturel. Hein, Ouais. c'est-à-dire, il y avait encore la guerre au Vietnam, c'était la fin de la ségrégation raciale, c'était les premiers soulèvements amérindiens. Hein, à l'époque, on parlait pas de chamanisme, etc. Mais j'avais été interpellé par la culture des premiers Américains. Et donc, de temps en temps, je disais à mes copains à New York, Hey, do you know where are Indians? Et tu sais où il y a des Indiens? Et les autres me disaient, des Indiens?
Il y en a plus. Indians no more. Et en fait, en 1975, avec des copains, ils me disent, écoute, il y a un rassemblement indien en Caroline du Nord. Comme tu nous demandes de temps en temps s'il y a encore des Indiens, on n'a qu'à aller se balader là-bas. Alors écoutez, c'est l'Amérique, c'était à 900 kilomètres de New York. Ouais, Bref, on arrive et en fait, on arrive en plein dans une cérémonie qui s'appelle The Trail of Tears, le chemin de larmes. Et donc, si vous voulez, c'était une cérémonie, on pourrait presque dire, de cicatrisation du traumatisme historique, parce que les Cherokees, hein, puisqu'il s'agit de Cherokees, ils ont été déportés en octobre 1838, donc par le gouvernement américain. Et ils ont fait 1500 kilomètres à pied en plein hiver. putain. Donc, il y a un Indien sur quatre qui est mort sur le bord de la route. Donc, ils ont, si vous voulez, ils ont mis quelques dizaines d'années, si vous voulez, à récupérer du choc culturel. Et donc, ils ont créé cette cérémonie, si vous voulez, qui est presque, une fois encore, une cérémonie de récupération du traumatisme historique. Mais si vous voulez, pour moi, c'était la première fois que je rencontrais des gens qui pensaient différemment, qui réfléchissaient différemment, qui percevaient le monde d'une manière complètement différente. Alors Ah écoutez, oui? je la fais court, mais c'est vrai que il y aurait tellement de choses à dire. Et j'ai été interpellé. Je termine mes études. 1976, je reviens en France, mais j'avais qu'une idée, si vous voulez, parce que l'Amérique, si vous voulez, c'est moche, ou c'est merveilleux, quoi, hein. Si vous voulez, voilà, hein, il Ok. y a des choses que les Américains ont fait, c'est pas terrible, mais si vous voulez, il y a aussi une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, hein. Oui, ok. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, si vous voulez, je l'explique un petit peu dans la révolution de la pensée intégrale. Dans les années 60, hein, on va parler technique, hein, si vous voulez, quand le code vert est passé vers le code jaune et turquoise, et j'expliquerai, si vous voulez, d'une manière Oui, très simple ce que ça veut dire. Si vous voulez, il faut jamais oublier que le fameux New Age américain, où ça partait un petit peu dans tous les sens, eh bien, c'est de là qu'est né l'écoféminisme, le droit des animaux, l'accompagnement des personnes en fin de vie, l'écologie planétaire. Alors, ce sont des choses, si vous voulez, qui étaient en balbutiement, mais pour moi, qui étaient incroyables. Il y avait un système de pensée, si vous voulez, qui était... Si vous voulez, les Américains, ils ont un terme pour parler de l'horizon. Ils disent It's an open space, c'est un espace ouvert. ok. Et curieusement, parce qu'on a aussi de très belles choses en France, eh bien, j'ai toujours dit que, si vous voulez, dans le sud-ouest américain, par exemple, le ciel, il était plus grand. Voyez? Eh bien, à D'accord. certains moments, si vous voulez, la pensée, même au niveau universitaire, elle, j'ai trouvé que c'était remarquable. Bref. J'avais qu'une envie, c'était de retourner aux États-Unis, mais j'avais qu'un visa d'étudiant. Donc, c'était ou travailler pour une société américaine ou une société française qui s'installait aux Oui, États-Unis. basé aux États-Unis. Ouais. Ben oui, alors écoutez, j'ai touché le pompon hein, en 1978. Hein, j'ai été patron de la filiale américaine d'une division de Creusot-Loire. Hein. Creusot-Loire, à l'époque, c'était 32 000 personnes, mais ils avaient une division high-tech. Donc, si vous D'accord. voulez, pour parler de la tech américaine, hein, vous savez, celle qui est en Californie, à Palo Alto, etc., ben, c'était le début, si vous voulez. Et Ok. ça, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Mais je me suis rappelé des Cherokees de 1975. Et donc, j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à Manhattan. Parce qu'à Manhattan, bah, vous avez des Arméniens, des Italiens, vous avez le quartier allemand, vous avez le quartier juif, vous avez des quartiers communautaires. Hein. Mais il Oui. y a aussi, si vous voulez, des Amérindiens. Donc j'ai rencontré des Cheyennes, des Séminoles, des Cherokees. Et si vous voulez, mon premier enseignant,
a été un Apache, hein. Donc D'accord. les Apaches, si vous voulez, c'est un peuple guerrier. Si vous voulez, ils ont été en guerre pendant 400 ans contre les Blancs, quoi, hein. Ah oui, Et oui. donc, Chamaqué a été, écoutez, c'est lui qui m'a un peu cassé la coquille, quoi, hein. Et donc, D'accord. l'aventure, si vous voulez, a un petit peu commencé comme ça. Mais, alors, je voulais, voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est vrai que c'est un petit peu, j'essaie de la faire aussi courte Oui, que oui, de synthétiser possible. un maximum. Mais après, il y a des choses dans notre histoire qui fait qu'on est obligé de développer aussi quand même. Ben oui, parce que si vous voulez, j'ai rencontré un psychiatre, hein, lors d'une soirée. Donc on est en 1980. Donc j'avais déjà rencontré l'association culturelle amérindienne, mais ce gars, alors je lui dis, ah, mais en argot américain, un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre, on dit he's a shrink. Shrink, ça veut dire réduire la tête, les réducteurs de tête. Alors donc, en argot, on dit, ah, vous êtes un réducteur de tête, hein. Alors, D'accord. il me dit, ouais, ouais. Alors, j'ai dit, mais vous êtes de quelle tendance, hein? Vous êtes un freudien, un jungien, etc. Il me dit, je travaille sur les vies antérieures, hein. J'ai dit, les D'accord. vies antérieures, mais c'est quoi? C'est quoi ce Alors, truc? mais oui, alors il me dit, dès les années 60, la communauté psychanalytique américaine a été confrontée à ce phénomène. Vous avez beaucoup de psy américains. Alors, bon, il faut aussi préciser, si vous voulez, que même les psychologues, si vous voulez, c'est un petit peu différent des psychologues français, parce que les psychologues américains, ils ont un doctorat, ils ont un PhD, et donc ils ont le droit de prescrire, hein, D'accord. ce que les psys en France En ne France, on n'a peuvent pas le pas droit. faire, Ouais. hein. Ben, bien sûr. Donc, si vous voulez, mais beaucoup d'entre eux étaient des hypnothérapeutes, hein. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les techniques d'hypnose de l'époque, hein. On parlait pas de sophrologie encore à Non. l'époque, hein. Et donc, bah, par exemple, quelqu'un qui venait, qui avait des problèmes, des crises d'angoisse, je sais pas moi, d'anxiété, des TOC, on peut dire n'importe quoi qui touche Oui. la sphère émotionnelle. Donc, si vous voulez, ils, ils hypnotisaient, ils sophronisaient leurs patients. Et donc, c'était aller vers la cause, go back to the cause. Donc, D'accord. un certain nombre si vous voulez, de gens allaient vers des scénarios d'enfance, hein, si vous voulez, la relation père-mère. Certains basculaient vers des scénarios de vie intra-utérine. Donc, les Américains avaient commencé à observer dès la fin des années 50 la vie du bébé avant la naissance, mais un certain nombre, un petit pourcentage, mais quand même un certain nombre, basculait vers des scénarios, si vous voulez, qui n'appartenaient pas à la vie présente. D'accord. Et Ouais. donc, bien sûr, un certain nombre de psys ont bloqué le patient en pensant que c'était on va dire, des aberrations de la psyché, Ouais. mais certains ont lâché la bride. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Que Ouais. ressentez-vous? Etc., etc. Et donc est née une tendance, si vous voulez, psychanalytique qui s'appelle la thérapie sur les vies antérieures. Mais Ok. l'autre me raconte ça. Mais moi, j'ai une thèse de troisième cycle sur la nature du temps. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je suis passionné par le temps. Et je lui dis, est-ce que tu veux dire qu'on peut voyager euh, à travers le temps? Alors il me dit, ouais. Je lui dis, mais What? comment? Il me dit, avec une machine temporelle. Alors je dis, comment ça, une machine? What's that? Hein, c'est quoi ton histoire? Il me dit, c'est une machine temporelle qui se trouve entre tes deux oreilles. J'ai dit le cerveau. Il me dit oui. Il me dit il y a des structures très particulières, hein, qui semblent nous faire prendre conscience que ce que nous appelons la conscience, c'est quelque chose d'extraneuronal. Il y a quelque chose qui semble exister avant
la naissance du corps physique et qui semble survivre à la mort de Ok. ce corps physique. Ok. Mais moi, j'ai commencé à me rappeler l'histoire du chamanisme mondial. Pour le chaman, le monde, c'est quelque chose d'extraordinairement sensible, mais c'est aussi un voyageur des trois mondes, le monde souterrain, le monde physique et le monde d'en haut. Et à partir de là, si vous voulez, là, je réduis ce que j'ai à dire, mais si vous voulez, ma vie a commencé tout doucement à changer. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des expériences de vie antérieure. Ça m'a profondément bouleversé parce qu'à un moment donné, tu es dans quelque chose d'autre. Tu es, vous savez, on peut dire, ah, c'est mon imagination, est-ce que j'invente, est-ce que Oui, bien j'imagine? sûr. À un moment donné, c'est, il y a des moments, si vous voulez, c'est incroyable. C'est, vous êtes la même unité de conscience, c'est-à-dire la même conscience, mais c'est un autre vous-même dans un autre corps à une autre époque. Alors, il y a des moments où l'expérience, elle est un peu plus floue, hein, on va dire, oh, je sais pas trop. Et il y a des moments, c'est juste là, quoi, hein. Ok. Juste, je peux vous poser une question. Pourquoi? Parce que là, ce que vous dites, ce qui vous arrive en 1980 aux États-Unis, nous en France, ça fait pas si longtemps. Pourquoi ce décalage entre la France et, enfin, l'Europe en général et les États-Unis? Ah, vous savez, alors. C'est une question qu'on m'a parfois posée. Vous savez, dans l'inconscient collectif américain, il y a une notion qu'on appelle, alors je le dis en anglais, the frontier, la frontière. C'est-à-dire que, vous savez, quand les premiers émigrants, enfin les premiers oui, les premiers émigrants sont arrivés, ils ont toujours allé plus loin. Alors bien sûr, hein, il y a eu le drame, et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a été un génocide culturel Ah oui, pour tous oui. les peuples amérindiens. Vous C'est une voyez, colonisation qu'il y a eu de toute façon. exactement. Mais il y avait toujours, si vous voulez, aller au-delà de la frontière. Alors il y a quelque chose, si vous voulez, que j'ai aimé. Hein, on va le trouver, si vous voulez, dans la pensée intégrale et dans le code bleu, plus exactement. C'est la notion de clan. Vous voyez, la notion, on pourrait presque dire tribale. Hein, je donne un exemple. Par exemple, un fermier, si vous voulez, il est installé, je sais pas, voilà, dans un endroit quelque part dans le centre américain. Mais et de l'autre côté de la colline, il y a une autre ferme. Mais ils avaient besoin les uns des autres parce que, bah, écoutez, les Indiens, ils ont été pas mal exterminés, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Donc, il y avait les Indiens. Il y avait aussi les conditions climatiques, le bétail qui pouvait tomber malade, la femme qui accouchait. Et donc, si vous voulez, la notion de clan et la notion de frontière, euh, si vous voulez, elle était... c'était pas la même chose, si vous voulez. Vous savez, j'ai rencontré un certain nombre d'universitaires dans mon autre vie. Donc, si vous voulez, quand je parlais de phénomènes antérieurs à cette vie, quand je parlais de perception vibratoire, euh, au lieu de dire oula, parce que je l'ai entendu de ce côté-ci de l'Atlantique, vous êtes physicien, non? Vous croyez quand même pas à ce genre de truc, hein? Eh bien, eux me disaient wow, I never heard of that. J'ai jamais entendu parler de ça. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Tu peux m'expliquer un petit peu plus? Et là, il faut tenir la route, hein. Oui. C'est-à-dire que, bah là aussi, hein, vous êtes en face de gens qui, intellectuellement peuvent être brillants. Et donc, si tu n'as pas un langage cohérent en disant premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, Ouais, ils vont dire, ah, ok, hein. Mais voilà, quoi, hein, ok. D'accord. Ouais. Ouais, de toute façon, on a du retard toujours, nous. Oui. On a du retard. Ouais, mais je trouve, si vous voulez, qu'il y a aussi,
il y a aussi beaucoup de gens en France, hein, qui ont... Vous savez, mon premier livre, c'était Nous sommes tous immortels. Je l'ai écrit, bah écoutez, ça fait, oh là là, ça fait 40 ans maintenant, puisque c'était en 1985. Il a été publié en 1987, hein. Et donc, j'ai parlé de la vie de l'enfant avant la naissance, c'était dans la vie intra-utérine à l'époque. Personne n'en parlait, enfin tout du moins en France, hein. J'ai parlé du phénomène de vie antérieure, j'ai parlé du phénomène, si vous voulez, de perception de corps d'énergie, etc. Et je me suis dit, comment est-ce que le public français va réagir? Écoutez, ça a été une surprise, hein, parce que il y a eu, si vous voulez, le livre a été accueilli vraiment d'une manière. Alors bien sûr, hein, il y en a qui ont utilisé le marteau, mais il y Voilà. en a aussi beaucoup, hein. Bah, je suis passé sur TF1, Antenne 2, j'ai des articles dans Le Point, L'Express, Libé, etc., etc. Ouais. Hein, euh, donc, si vous voulez, D'accord. j'ai toujours essayé d'avoir un langage cohérent. Quand on me disait non, mais arrêtez, arrêtez, je dis attendez, laissez-moi 5 minutes que j'explique, hein. Voyez, Une vous bonne croyez quand explication, même. ça peut ouvrir en fait la perception des gens finalement. Une explication bien claire, bien amenée, bien encadrée. Du coup, Oui. c'est plus facilement perceptible pour les personnes qui sont pourtant réticents au départ, quoi. Ben oui, ben oui. Alors bon, c'est vrai, hein, j'ai ma formation d'origine, si vous voulez, elle m'a aussi beaucoup aidé. En fait, vous savez, la science moderne, elle est née au XVIIe siècle, un tout petit peu avant, hein, si vous voulez, on va dire à partir de 1550, hein, quand Copernic a commencé à expliquer que la Terre, elle n'était pas plate, mais elle était ronde, qu'elle tournait sur elle-même et qu'elle tournait autour du Soleil. Mais bon, il a encore fallu un peu plus d'un siècle pour que Ouais. la science moderne, si vous voulez, et en fait, elle s'articule sur trois piliers, sur ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. Et donc, même si vous voulez, parce que je comprenais bien qu'on est dans l'empirisme, hein, dans le subtil, Eh oui. et donc, il fallait, si vous voulez, il fallait avoir des résultats. C'est-à-dire pas une fois de temps en temps, mais observer comment les gens pouvaient se transformer, comment des peuples entiers ont perçu le monde d'une autre manière. Parce que finalement, si on dit euh, la perception vibratoire, c'est pas vrai, les corps d'énergie, c'est pas vrai, ça n'a pas été prouvé par la science. Ça veut dire que tous les prophètes de tous les âges et de tous Ouais. les peuples, Sont bah, ils ont trompés. raconté des conneries. Ouais, Voilà, c'est vrai, oui. voyez. Et comme les prophètes, un certain nombre ont été les fondateurs des grandes religions de l'humanité, bah, ça veut dire que Ouais, tout ça, c'est du pipeau. Alors, il absolument. faut réfléchir un peu quand... C'est clair. Votre parcours vous a amené à parler et à travailler sur la cohérence cardiaque. Ah, écoutez, alors la cohérence cardiaque, ça a été aussi un grand moment de mon parcours, hein. En 1996, je suis invité à un congrès du côté de Kansas City, hein. C'est à Topeka, à 2 heures de voiture de Kansas City. Et donc, il y a un certain nombre de gens de la communauté scientifique américaine, et toujours pareil, avec cette ouverture. Et je parle avec un gars, et je lui dis, vous savez, c'est ce côté aisé américain, parce qu'il y a un côté, si vous voulez, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes au comptoir d'un café, et bah, on est des hommes, il y a une jolie fille à côté de vous, et vous lui dites ah, c'est pas mal là, le bar, là, etc. Bon, en France, il y a un peu, vous voyez, etc. Il y a une approche, si vous voulez, qui est plus facile, quoi. Et donc, je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh, what are you doing in life? Hein, what's your profession, hein, votre profession? Il me dit je suis un neurocardiologue.
Je lui dis, un neurocardiologist, what's that? C'est quoi? Il me dit, je suis professeur de neurocardiologie à Harvard. Harvard, je crois que c'est la première université mondiale, quoi, hein, dans Ouais. les classements des grandes universités, hein, les 10 premières universités, ben, Harvard, c'est la Oui, numéro un, c'est quoi, le hein. numéro un. Ouais. Ben oui. Et donc, je dis de la neurocardiologie, mais c'est quoi? Ben, il me dit, on a découvert hein, depuis la fin des années 70 qu'il y avait un petit cerveau dans le cœur, et que donc notre cœur pensait, réfléchissait, mémorisait et prenait des décisions qui étaient indépendantes du néocortex. Bon, je reste là-dessus, et puis je mets ça dans un coin de ma tête. En 2003. Euh, alors, si vous voulez, j'ai 5 livres de traduits au Brésil. Et j'ai été invité un certain nombre de fois au Brésil. D'accord. Et curieusement, beaucoup de Brésiliens, alors des avocats, des architectes, des médecins, des psys, eh bien, sont partis étudier aux États-Unis. Et donc des choses que nous n'avions pas encore découvertes en France ou qu'on commençait seulement à découvrir, même par exemple la PNL, la psychologie transpersonnelle, l'EMDR, bah, tout ça c'était déjà connu au Brésil, que moi je connaissais, mais en France c'était très peu connu, quoi, hein. D'accord. Et donc, j'entends parler de cohérence cardiaque, hein. Et donc là, si vous voulez, je me suis rappelé de 1996. Et donc, si vous voulez, je vais un petit peu plus loin, quoi, hein. Et donc, si vous voulez, je rentre un petit peu plus dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. D'abord, bon, alors je fais historiquement, hein. Oui, oui. Vous voulez, à la fin des années 70, il y a deux neurophysiologistes américains, John et Beatrice Lassé, hein, c'est un couple. Ils vont donc découvrir et démontrer que notre cœur a un petit réseau neuronal. Alors, il n'y a pas beaucoup de neurones, il y en a 40 000. Mais ça veut dire que notre cœur pense, réfléchit, mémorise et prend des décisions qui sont indépendantes du néocortex. Et donc là, si vous voulez, ça commence à m'intéresser. Et je vais un petit peu plus loin. Et donc, je découvre qu'il y a aussi un signal cardiaque que les cardiologues ne connaissent pas, qui s'appelle le taux de variabilité cardiaque. Alors, je la fais simple aussi. Sébastien, par exemple, si je prends votre tension maintenant, hein, la tension systolique et diastolique, hein, vous allez avoir, par exemple, 125, 71, Oui, oui. hein, 12,5, 7,1, ce qui est une À peu tension près normal. normale. Maintenant, je la prends dans 3 minutes. Alors même, bon, là, on est un peu en action, mais même si vous êtes tranquille, comme ça, en train de rêvasser, eh bien, votre tension, elle va varier. Par exemple, elle va passer à 112, 58, puis elle va revarier, etc. Oui. Mais Elle est jamais pareille, c'est vrai. Ouais. les cardiologues ne sont pas des physiciens. Quand j'ai entendu parler de variabilité, si vous voulez, du rythme, enfin de la tension cardiaque, on entre dans ce qu'on appelle la science du signal. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux recréer un son qui reproduit un taux de variabilité cardiaque? Parce que ce que la neurocardiologie a démontré, c'est que 80 à 90% ont un taux de variabilité cardiaque incohérent. Vous voyez, c'est-à-dire que le signal, il fait ça, quoi, au lieu de faire ça. Vous voyez, ça. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux créer un signal euh, que le cœur peut comprendre? Et donc, si vous voulez, le terme technique pour moi de cohérence cardiaque, c'est la restructuration neurocardiovasculaire. D'accord. C'est-à-dire que on parle technique 2 secondes. Vous savez, notre cerveau, il a la capacité d'apprendre.
Hein, par exemple, je sais pas moi, on m'explique quelque chose, je vais dire ah ouais, d'accord. Ou alors je vous explique quelque chose, je vais dire ah ok. Donc techniquement, ça s'appelle la plasticité neuronale, hein, la capacité d'apprendre. Mais à travers son petit cerveau, notre cœur, il a la capacité d'apprendre. Oui, Donc il va y avoir une plasticité neurocardiovasculaire. Et donc, on va réapprendre au cœur à fonctionner d'une manière cohérente. Donc, il y a des techniques qui sont vraiment intéressantes, qui sont basées sur la respiration et puis des pensées. Je respire à travers mon cœur, force, dynamisme, enfin ce qu'on veut. Et voilà. Mais si vous voulez, j'ai dit, en fait, j'ai mis 2 ans à trouver le son. ok, J'ai utilisé des bols tibétains, des bols à eau, des sons de la nature. Donc, j'ai travaillé en analyse spectrale pour voir comment ces sons avaient une influence sur la variabilité cardiaque. Et ça le faisait à certains moments, mais ça tenait pas, quoi. Surtout les bols tibétains, si vous voulez, il y a une restructuration, mais ça tient pas. Donc, d'accord, je me suis dit, est-ce que je peux trouver quelque chose où vraiment je réapprends au cœur à fonctionner d'une manière cohérente? Donc, ça a été bingo avec cardiosmose, c'est-à-dire l'osmose cardiaque. Alors, bon, c'est vrai, j'en suis, voilà, avec humilité, j'en suis fier. Je crois qu'il y a à peu près, parce que maintenant le nombre, je sais plus, mais peut-être à peu près 150 000 personnes d'une bonne quinzaine de nationalités qui utilisent le son que j'ai créé. d'accord, En, en 2016, j'ai été invité par l'hôpital américain de Rio, à Rio de Janeiro, si vous voulez, à assister à un triple pontage cardiaque. Et donc, d'accord, j'ai vu, si vous voulez, on ouvre la poitrine, ça fait un bruit de menuiserie, ouais, etc., avec les écarteurs, et c'est émouvant, vous voyez ce cœur qui bat. ouais. Alors, il est pas, on est toujours à gauche, mais il Oui, est un mais petit il peu peut centrer quand même. vers le centre, Et puis, ça saigne pas beaucoup, je dois dire, ça saigne un peu, mais bon, si vous voulez, il y a des pompes qui aspirent. Et donc, voilà, on a travaillé, si vous voulez, avec le son. Et en fait, la personne, alors ça, on l'avait déjà remarqué, mais elle a cicatrisé d'une manière anormalement rapide. Et donc, si vous voulez, la personne est sortie 5 jours après quand même une opération Oui, importante bien sûr. de l'hôpital. Mais si vous voulez, puisque on parle de cohérence cardiaque, je le dis, comment permettre l'émergence de la gaieté, un sentiment d'allégresse, la joie que procure la beauté, l'enrichissement de l'imaginaire, l'éveil de l'intuition, et aussi, si vous voulez, l'épanouissement, l'épanouissement de l'amour. Eh bien, c'est vraiment le code cardiaque, parce que notre cœur, il a une intelligence. Et donc, si vous créez un partenariat avec l'intelligence de votre cœur, eh bien, c'est un sacré pas en avant. Écoutez, ça fait maintenant 20 ans que j'ai créé ça. Euh, il y a, j'ai créé une masterclass qui est proposée par Pure Santé à Lausanne. Et écoutez, je crois qu'il y a à peu près 10 à 11 000 personnes qui se sont procurées cette masterclass. Il y a à peu près, je sais même plus maintenant, 12 ou 13 vidéos d'une quinzaine de minutes sur des exercices par exemple, comment gérer votre douleur, comment penser plus rapidement, comment percevoir, comment accroître votre sensibilité. Oh, j'ai créé un truc que j'ai adoré. C'est un autre atelier, mais c'est comment, euh, comment déclencher vos rêves de santé durant votre sommeil. D'accord. C'est-à-dire que c'est pendant votre sommeil que votre cœur va déclencher
des rêves liés à votre santé. Alors, Ok, si vous voulez, moi, je suis aussi un observateur. J'ai besoin de résultats, quoi. Si bien les sûr. gens disent, oh, c'est mignon son truc, mais il se passe pas grand-chose, ben, si, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, quoi, hein, D'accord. Et du coup, par exemple, je prends cet exemple-là, mais une rupture, quand on a l'impression d'avoir le cœur qui saigne, vu qu'on a un système neuronal, finalement, c'est comme si c'était notre cerveau qui souffrait, mais enfin, le cerveau du cœur, finalement. Ah, écoutez, alors si vous voulez, on va dire le cerveau cardiaque, c'est vraiment le maître du rythme. C'est-à-dire qu'il va piloter quelque chose qui est le système nerveux central. Et le système nerveux central, il a deux branches. Il a la branche sympathique et la branche parasympathique. Hein, par exemple, les gens, si vous voulez, les angoissés, les anxieux, les gens qui sont pas en Les dépression, stressés et tout. les stressés, les gens qui sont en dépression nerveuse, il y a une désynchronisation majeure du système nerveux central. Dans le cas d'une rupture amoureuse, par exemple, là, il y a d'autres phénomènes hein, qui se Oui, produisent, hein, même au niveau vibratoire, mais si vous voulez, il y a une désynchronisation majeure du système nerveux central. ok. Alors là aussi, je fais un détour par l'endocrinologie, mais je me suis intéressé à des tas de trucs. Ouais, ça Et s'entend. ouais, en endocrinologie, vous avez donc votre système hormonal. Et dans le système hormonal, vous avez d'un côté les hormones du bien-être et de l'autre côté les hormones du stress. Alors les hormones du bien-être, on les appelle les quatre royales, c'est-à-dire ocytocine, endorphine, mélatonine et je me rappelle jamais du quatrième, faudra que je me le fasse tatouer. Euh, vous voyez. Je peux pas Et vous donc aider, en Jean-Claude. fait, si vous voulez, les hormones du bien-être, eh bien, elles disparaissent pratiquement. Et qu'est-ce qui va surgir? Eh bien, les hormones du stress, hein, c'est-à-dire euh, les, les catécholamines, l'adrénaline, noradrénaline. Et là, si vous voulez, ben, vous avez, si vous voulez, la personne, elle va pas bien, quoi, hein, Bien sûr. donc voilà. Et donc, quand on fait de la cohérence cardiaque, hein, eh bien justement, hein, je réutilise le mot de tout à l'heure, vous faites de la restructuration neuro-cardiovasculaire. D'accord. Et en se servant de votre outil qui est Cardiosmose, les personnes qui sont angoissées, stressées, en dépression, ça va Oui, les aider à réguler un peu ça. oui, oui. Alors écoutez, je suis formel parce que maintenant ça fait. Alors là, c'est pas une mauvaise pub, mais c'est aussi une constatation. Euh, ça fait 20 ans maintenant, donc ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Ça représente un grand nombre de enfin, ce que moi j'appelle le code cardiaque, hein, il a été utilisé dans le monde de la santé, dans le monde du bien-être, hein. Mais je l'ai aussi utilisé dans le monde du coaching, hein, dans le monde managérial, par exemple dans des sessions de créativité où les gens se réunissent autour d'une table. Alors on n'est plus avec des gens qui méditent comme ça, etc. On est dans le monde, entre guillemets, normal. Eh Oui, bien, si ces gens-là utilisent la cohérence cardiaque durant une session de créativité en entreprise, eh bien, vous allez être capable de penser à des choses auxquelles vous n'étiez pas en mesure de penser auparavant, parce que notre cœur, il a une capacité de pensée qui est supérieure à la capacité de penser de notre vieux cerveau neuronal. Voyez? d'accord, ok, d'accord. Hein. On va parler un peu de votre dernier livre, La Révolution de la pensée intégrale, aux éditions Guy Daniel. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Parce que c'est un livre qui est là pour aider les personnes, aider aussi la société dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, Pourtant, la société d'aujourd'hui, c'est pas foufou. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Alors, si vous voulez,
Vous savez, en 2008, hein, on a passé cette crise financière. Il y en Ouais, a eu d'autres après, hein, il y a eu le Covid et autres, etc., quoi. Mais si vous voulez, j'ai voyagé à travers le monde parce que bon, il y a des thèmes que j'ai pas développés dans les livres dont vous parlez. Mais je l'ai dit, j'ai une passion pour les peuples premiers. On est allé avec ma femme au moins une quinzaine de fois à Tahiti parce qu'on a été invité là-bas. Je suis passé sur FR3 Polynésie, donc j'ai rencontré plein de monde, mais j'ai aussi rencontré les traditionnels. Et parce que j'avais été, entre guillemets, éduqué par mes enseignants américains, parce qu'il y a eu l'Apache jamaïcain, mais il y a aussi eu l'Endir, cerf boiteux, qui était une légende chez les Lakota, et puis Wallace Black Elk. Hein. Black Elk, écoutez, l'Endir, cerf boiteux et élan noir, Black Elk, il y en a un qui faisait 1,99 m et l'autre 2,01 m, quoi. Donc, d'accord. j'ai été suivi pendant des années. Et donc, ma pensée, elle avait déjà commencé si vous voulez, à changer. Et ça m'a permis de rentrer, si vous voulez, dans des cercles cérémoniels polynésiens, à l'île de Pâques. On a vécu partiellement au Brésil. Et donc, on est allé en Amazonie plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de travailler avec des leaders amazoniens, mais vous comprenez que tous ces gens-là, c'est des martiens. Ils pensent pas comme nous. Donc, l'un des conseils qu'on m'a donné, et ça c'est un Polynésien qui me l'a dit, il m'a dit, si tu arrives avec tout ce que tu sais et avec tes bouquins et ta connaissance, tu comprendras pas comment on fonctionne. Si tu arrives avec ton cerveau à moitié vide, eh bien, il y a d'autres données que tu vas acquérir. Et donc, ça a été, si vous voulez, ça a été des conseils importants pour moi. Mais j'ai aussi, si vous voulez, rencontré des gens, on va être brutal, hein, Sébastien. Bon, on J'ai peut. aussi rencontré des gens qui étaient intellectuellement des gens brillants, voilà, mais qui étaient des cons, voyez. Et Ah donc, oui, ça. je me disais, mais pourquoi cet homme ou cette femme, pourquoi il a un parcours incroyable et pourquoi il est limité comme ça? Il y a quelque chose, si vous voulez, qui va pas. Et donc j'ai commencé à observer comment le monde fonctionnait. Et donc j'ai commencé à comprendre que la société occidentale, elle traverse une période de transformation profonde. Alors c'est pas seulement, vous savez, au niveau on est en train de passer des poissons vers le verso, il y a une nouvelle forme de pensée, tout ça, ça va péter. Non, mais si vous voulez, même au niveau socio-culturel planétaire, il y a une période de transformation. Et donc, si vous voulez, en témoignent les innombrables soubresauts actuels qui l'agitent. Et donc, certains historiens et sociologues affirment qu'on traverse un saut sociétal au moins aussi important que celui du passage entre le Moyen Âge et la Renaissance. Et donc la nécessité, c'était de trouver tous les de nouveaux modèles qui sont mieux adaptés aux immenses mutations en cours. Et D'accord. donc j'ai commencé à réfléchir parce que si vous voulez, ce livre, il a commencé à germer dans ma tête vers 2008. Mais ça faisait 5 ans que je travaillais sur la cohérence cardiaque. Et donc, j'avais commencé à comprendre comment on peut penser plus rapidement, réfléchir plus rapidement, même si vous voulez avoir des perceptions, on va dire, subtiles, avec une restructuration neurocardiovasculaire. Tu D'accord. commences à sentir des choses que tu ne pouvais pas sentir auparavant. Quand les gens disent, oh, je vois rien, je sens rien, etc. Je dis parfois, mais nous sommes des aveugles plongés dans la nuit suprahumaine. Il y a les chamans des premiers temps, pour eux, le monde, c'était quelque chose de coloré, de vivant. Oui, Ça, on l'a vécu en Amazonie. La Terre, elle est vivante. Hein. bien sûr, Elle oui. est, bien,
tout le monde est d'accord pour dire qu'un animal, il est vivant, bien sûr. mais un arbre est vivant, une plante est vivante, une forêt est vivante, Ah hein. ben oui. Euh, J'ai si vous voulez, la terre, elle est vivante, hein. Voyez? j'ai reçu, là, c'est une émission qui va paraître d'ici quelque temps, Laurent Huguelite, je ne sais pas si ça vous parle, qui est chaman, qui a écrit Ouais. le livre Mère, Hein, voilà, et qui parle justement de ça, de l'Amazonie, qui parle voilà, des animaux, et que en fait, il m'expliquait que les chamans, l'invisible, ça fait partie de leur quotidien. Ce qui est pour nous, complètement. qu'on trouve ça fou, fantastique, pour eux, c'est le b.a.-ba, quoi. Écoutez, je vous raconte quoi, hein. On est parti, enfin, l'un des voyages qu'on a fait en Amazonie. Si vous voulez, vous avez l'Amazonie qui est un petit peu touristique, c'est le nord du Brésil qui est à Manaus, hein. Donc vous faites un jour de navigation sur un bras de l'Amazone, mais vous êtes quand même en Amazonie. Mais on est allé en Amazonie centrale, et là c'était une autre aventure, hein. Mais donc, on a pris un avion pour aller de Rio à Brasilia. De Brasilia, on a pris un vol pour aller à Cuiabá, dans le sud du Brésil, qui est une ville semi-importante dans le Mato Grosso. Et puis ensuite, vous prenez un avion encore plus petit. Et puis ensuite, vous terminez avec la pirogue à moteur, quoi. Et là, il faut 14 heures de pirogue, mais c'est 3 jours de voyage. Et on est toujours dans le même pays, quoi, hein. Ouais. Mais on est dans le dernier bastion civilisé, qui s'appelait Rio Branco. Et donc, il y avait un piroguier, et puis on avait un traducteur, hein. Le piroguier, à un moment donné, il se tourne, et je vois il fait une prière, quoi, il médite. Mais dans le cours du voyage, si vous voulez, c'est merveilleux, hein, parce que vous prenez des bras, enfin, vous prenez des rivières qui sont des affluents de bras de l'Amazone. Et donc, vous avez, si vous voulez, vous avez des tunnels d'arbres sur des kilomètres, parce que les arbres, si vous voulez, ils se touchent. Et donc, vous avez des tunnels sur des kilomètres, et de temps en temps, vous avez des arbres qui s'abattent, hein. Et donc, si l'eau n'est pas trop profonde, vous descendez, vous soulevez la pirogue et puis vous passez par-dessus le tronc d'arbre, D'accord. quoi. Et donc, bah, ça crée des liens avec le piroguier, quoi. Et Ok. donc, à un moment donné, je lui dis, t'as, t'as médité, là, t'as prié, enfin, traduit, bien sûr, t'as Oui. prié, quoi. Il me dit, j'ai prié notre reine, la reine. Alors, je lui dis, la reine? Il me dit, oui, j'ai demandé à notre reine de prendre soin de ces étrangers qui viennent nous visiter. Alors j'avais bien sûr compris, mais je lui dis, c'est qui votre reine? Il me dit, c'est tout ça. Tu vois. D'accord. Alors, vous avez les boules, quoi, hein. Et là, je me suis dit, ah, bon sang, mais qu'est-ce qu'on a perdu, quoi, qu'est-ce qu'on a perdu, quoi. Donc, parfois, quand je rencontre des gens qui disent, oh, vous êtes physicien, vous ne croyez pas à tout ça. Donc, j'ai lu, hein, je dis, oh oui, oh, vous savez, hein, Oui. oui, il faut réfléchir, enfin, voilà, hein, parce Ouais. que, voilà. Donc, j'avais entendu parler des travaux d'un spécialiste de l'écologie des populations qui D'accord. s'appelait Clark Graves. Grave, hein, en bon français, hein, comme le grave, le vin, mais en anglais, Graves, hein. J'ai tellement l'habitude de dire Graves, donc la grave. Et donc, Grave, dès la fin des années 60, il a fait une étude sur les systèmes de valeurs actifs à l'intérieur d'une population ou d'un individu, mais sur une période de 100 000 ans. Et D'accord. donc, si vous voulez, il a compris qu'au fur et à mesure de l'évolution des peuples, eh bien, si vous voulez, il y avait comme des structures en nous qui devenaient, on va dire, différentes, plus complexes. Et donc, lui, il n'a pas parlé de structure psychologique à aucun moment, mais il a parlé de système de valeurs actifs à l'intérieur d'un individu. Et il a eu deux profs de fac, hein, qui ont suivi les travaux.
de Graves, parce qu'il a testé des dizaines de milliers de personnes, hein. C'était un prof de fac, hein, grave. Et donc, si vous voulez, ces deux profs ont repris les travaux de leur maître et donc ils ont mis des codes couleurs. Et donc, il y a 8 codes couleurs, si vous voulez, sur 100 000 ans d'histoire humaine. Et donc, il y a beige, mauve, alors il faut pas que je me trompe, beige, mauve, rouge, bleu, orange, vert, D'accord. jaune, turquoise. Ouais, 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 bien dit, voilà, hein. Et donc, si vous voulez, il a parlé donc de cette structure et qui est une structure, une dynamique en spirale. Donc, on parle de dynamique spiralaire, hein. Donc, si vous voulez, à chaque changement, on va dire de structure, eh bien, il y a des nouvelles choses qui vont se greffer, des nouvelles pensées, des nouvelles compréhensions, etc., etc. Et donc, Graves avait compris que lorsque vous êtes en face d'une problématique, mais que vous n'avez pas les outils nécessaires en vous pour solutionner cette problématique, eh ben, tout simplement, t'as pas de résultat, quoi. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, vous savez, dans l'avancement, si vous voulez, des codes couleurs, donc de cette dynamique spirale, eh bien, la dynamique spirale, elle est elle-même vivante, hein. Et l'évolution socio-culturelle planétaire, c'est une intelligence, hein. Mais ce que les théoriciens de la spirale ont commencé à soupçonner, parce que j'ai fait une formation, si vous voulez, avec l'un des deux profs de fac, hein, qui est... et alors, il y a eu Don Beck et Chris Cowan. Donc, avec Chris Cowan, qui habitait à Santa Barbara, en Californie. Mais pour moi, si vous voulez, ça a été révélateur. Je me suis dit, mais maintenant je comprends pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Pourquoi parce que même n'importe quel modèle socio-culturel peut être beige, peut être mauve, peut être rouge, peut être bleu, que ce soit la médecine, que ce soit la sociologie, que ce soit la science, il va y avoir des niveaux de perception. Et d'accord. quand il y a eu la crise du Covid, je me suis dit, mais nos dirigeants, parce que bon, on peut supposer qu'il y a quand même des gens qui, intellectuellement, sont pas démunis là-dedans. Et Logiquement, non? il y a des moments, c'était du n'importe quoi. Parce Ouais. que quelque part, si vous voulez, les systèmes de valeurs actifs à l'intérieur d'eux, eh bien, étaient moins complexes que la complexité des problématiques auxquelles ils avaient à faire face. D'accord. Voyez? Et Oui. donc, c'est là où j'ai commencé à penser, si vous voulez, à la pensée intégrale. Il fallait laisser la place à quelque chose, si vous voulez, une forme plus ouverte d'intelligence, hein, capable d'embrasser toutes les données de ce monde de plus en plus complexe. Je vais vous donner un exemple. Regardez, on va parler de cristal, de pierre. Alors, je vous montre une très belle pièce qui est une topaze bleue. Alors, on est en géophysique du globe, on est en cristallographie. Donc, il y a aussi une branche de la mécanique quantique qui s'appelle la cristallographie quantique. D'accord. Donc, on va dire, oui, est-ce qu'une pierre, elle possède une radiation? Alors, si vous voulez, le minéral, en géophysique du globe, on n'y pense pas. On va étudier ça au niveau atomique. On va étudier sa structure sur la table des éléments. On va trouver du bore, on va trouver du lithium, on va trouver du magnésium, on va trouver peu importe, vous voyez, et ça s'arrête là. Mais si vous entrez, si vous voulez, vers des codes couleurs de plus en plus élevés, vous allez passer de la matière vers l'énergie. Et donc, vous allez commencer à vous intéresser à d'autres formes d'énergie. Donc, par exemple, le magnétisme. Par exemple, euh, les vibrations émises par une pierre, hein, la radiation émise par un être humain, par un arbre. Et puis, vous allez évoluer de plus en plus, hein, et vous allez arriver vers la pensée pure.
hein, de la matière vers l'énergie, vers la pensée pure. Et donc, vous allez vous intéresser à des formes d'énergie, si vous voulez, que techniquement, bleu ou orange, c'est pas parce que alors, si vous voulez, c'est pas parce que les gens sont plus stupides et les autres plus intelligents, c'est simplement que neuronalement, ils ne sont pas câblés à ce degré de complexité. Et ce que D'accord. j'ai essayé d'expliquer dans la révolution de la pensée intégrale. Parce que, Ok. si vous voulez, la pensée intégrale, eh bien, ça ouvre la voie, si vous voulez, à une forme d'intelligence plus ouverte, un système d'analyse qui est bien plus rapide et plus complexe, si vous voulez, que ce qu'on appelle ce qui est vérifiable, quantifiable, répétitif, c'est pas prouvé, Oui, etc., etc. Vous voyez? bien sûr. Donc voilà. Ok. Donc, D'accord. c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment déclencher un déploiement vers une nouvelle dynamique personnelle et professionnelle. C'est, vous savez, puisque il a témoigné, hein, il y a un général de division qui a fait ma formation sur la pensée intégrale. Il était, parce que maintenant il est en retraite depuis tout récemment, mais c'était le numéro 2 de l'état-major interarmes à la porte de Versailles. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un général vient faire là-dedans? On va dire, est-ce Ouais. que c'est des trucs de ouf? Ben non. Si vous voulez, ce sont des gens qui disent comment je peux réfléchir d'une manière plus fine. Mais vous comprenez bien, et je l'ai dit, il faut que ce que l'on dit et ce que l'on explique, ça tienne la route. Bien sûr, oui. Non, Bien sûr. c'est du, voilà, c'est du barré, quoi, hein. Ouais. Du C'est, perché. ben oui, voilà, Eh hein. ben, bien sûr. Oui, oui, s'il n'y a pas Ouais. les arguments et voilà une façon d'expliquer, comme on disait tout à l'heure, c'est très difficile pour les gens qui sont là à vous écouter de ne pas se dire, oh non, mais voilà, il ne sait même pas de quoi il parle, il ne sait même pas ce qu'il parle. C'est même pas la peine, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Dans votre livre, il y a un moment donné, j'ai adoré ce passage, je l'ai lu plusieurs fois parce que j'ai trouvé que c'était très, très intriguant. C'est la zone. Ah Ouais. ouais, la Alors, zone. alors j'avoue que je suis perplexe et en même temps très curieux de vous entendre sur ça. Bon, déjà, si vous pouvez expliquer qu'est-ce que la zone, parce que j'avoue que oh, là, on touche quand même une évolution de l'être humain quelque part, d'augmenter ses capacités, qu'elles soient cognitives ou même physiques en l'occurrence. Alors, si vous voulez, il y a un terme américain qui s'appelle je suis dans la zone, I'm in des zones. Et donc, vous savez, je crois que la vie, elle est faite de signes et de synchronicité. Il y a des moments où vous allez tomber sur un livre. Il y a des moments où vous allez regarder une émission, je sais pas moi, sur Arte par exemple, à 1 heure du matin, qui m'ont parlé de choses un petit peu différentes. Et puis moi, j'entends parler de la zone et je me dis, tiens, I'm des zones. Et donc, j'ai entendu, et ça remonte aussi pareil, ça remonte vers 2005-2007, et je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Et donc, j'ai appris que certains grands sportifs olympiques, donc on va parler de Tiger Woods, le champion de De golf, golf, on va parler de Federer, le tennisman, tennis, on va parler de notre Zidane, etc. Euh, il connaissait la zone, c'est-à-dire c'est un état, si vous voulez, où tout est fluide. Par exemple, Zidane, alors si vous voulez, bon, je rentre dans le détail après, mais Zidane disait, euh, il y a 80 000 personnes dans le stade qui hurlent comme des fauves. Si j'atteins la zone pendant quelques secondes, je suis dans une bulle. J'entends plus rien, je ne cherche même plus à gagner parce que j'ai déjà marqué le but alors qu'il n'a pas encore tapé dans le ballon. Alors, ça se passe en l'espace de quelques secondes. Tiger Woods, il y a un journaliste qui lui disait, Tiger, euh, euh,
pourquoi vous recherchez la zone? Et l'autre, il répond, parce que l'autre lui dit, bah, vous êtes connu mondialement, vous êtes un grand champion, vous avez gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce qui vous motive encore? Bah, il dit, la zone. Alors l'autre, il dit, pourquoi? Parce que le journaliste, il connaissait cet état particulier. Et l'autre, il dit, à cause de la sensation de liberté que ça procure. Maintenant, j'ai commencé à l'époque avec ma femme à regarder, si vous voulez, des matchs ou des documentaires sur plusieurs champions. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe celtique irlandais, comment, Riverdance. Non. Riverdance, c'est un spectacle incroyable de danse avec les claquettes irlandaises. Vous regardez River Dance avec un C Ok. comme Camille, hein, Riverdance. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, le danseur étoile, si vous voulez, il arrive. Et alors, écoutez, c'est magnifique ce qu'il fait. Et vous avez les danseurs et les danseuses qui arrivent en V, quoi. Mais il faut regarder les yeux parce qu'à un moment donné, les yeux se voilent. Ils sont dans la zone. Et donc, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin et j'ai trouvé les travaux d'un psychologue américain d'origine tchèque qui s'appelle Csikszentmihalyi. Et Csikszentmihalyi, il a parlé d'état de fluidité neuronale, mais on a aussi parlé en anglais le flux, the flow, hein, c'est-à-dire Flow, c'est-à-dire que tout coule, quoi, hein. Et donc là, j'ai été un petit peu plus loin et je me suis dit, est-ce que je peux recréer la zone avec les techniques de cohérence cardiaque, avec cardiosmose? Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, mais parce que, si vous voulez, les grands coachs, hein, les coachs olympiques, hein, ils connaissent l'état de zone, mais ils savent pas comment le créer. Ils savent D'accord. pas. Vous Ok. voyez, ça vient ou ça vient pas. Et donc, bah, si vous voulez, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin et je me suis dit, est-ce que je peux recréer réellement l'état de zone? Alors, il fallait aller un pas supplémentaire dans la cohérence cardiaque, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas un cerveau, vous en avez sept, hein. Cerveau droit, cerveau gauche, Ok. rhinencéphale qui est le cerveau olfactif, hein, le cerveau limbique, hein, un petit cerveau qui est au plexus solaire, il n'y a pas beaucoup de neurones, il y en a quelques dizaines, mais il y a un cerveau solarien, le D'accord. cerveau intestinal, hein, des ostéos, 200 milliards de neurones, un cerveau qui est un petit peu oublié, qui est le cerveau cutané, hein, le cerveau de la peau commence à se constituer dès 3 mois intra-utérins. La maman, elle ne D'accord. sait encore même pas qu'elle est enceinte, hein. Ce sont des feuillets qui commencent à se constituer. Et puis le dernier, qui en fait est le premier, eh bien, c'est le Le cerveau cerveau. cardiaque, hein. Ok. Maintenant, ce que la neurocardiologie a démontré depuis pas mal de temps maintenant, c'est que le plus important de tous les cerveaux, c'était le cerveau cardiaque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, c'est le cerveau, si vous voulez, notre cerveau neurocardiovasculaire qui va embarquer dans son rythme les six autres cerveaux. Je donne l'exemple. Les Suisses, ça les fait rigoler. Quand j'explique aux Suisses, ne soyez pas en colère après moi, mais c'est pas vous qui avez inventé l'horloge, c'est un Hollandais en 1660 qui s'appelle Huygens. Il a observé un phénomène que la science, elle a compris dès les années 50, qui s'appelle le phénomène de entrainment. Si il avait une collection d'horloges et au bout d'un certain temps aléatoire, il a vu que il y avait une horloge, généralement la plus grosse, qui embarquait toutes les autres horloges dans leur tic-tac. C'est-à-dire que toutes les horloges vont faire tic-tac, Ouais. Ça va se tic-tac, synchroniser. tac. Exactement. Donc, si vous voulez, en anglais, hein, parce que les Américains ont compris ça au niveau cardiaque il y a 30 ans maintenant,
ils ont parlé de entrainment. Et donc, on a mal traduit, parce que traduit, c'est le cerveau cardiaque, il entraîne. Il entraîne pas, il embarque dans son rythme cohérent. D'accord. Donc, si vous savez faire fonctionner les 7 cerveaux ensemble, à un moment donné, tu entres dans l'état de zone. Et à un moment donné, eh bien, vous allez penser, réfléchir, analyser d'une manière complètement différente. Donc, ça s'applique à n'importe quoi. Vous prenez quelqu'un qui travaille sur les corps d'énergie, par exemple, qui fait une palpation vibratoire. S'il sait se mettre en cohérence, et mieux encore, dans l'état de zone ou de flow, et si vous voulez, ça coule. Vous allez avoir des perceptions que vous ne pouviez pas avoir auparavant. Et donc, D'accord. vous avez aussi, là, je rentre pas trop dans les détails, mais vous allez avoir votre épiphyse qui va générer une molécule qui s'appelle la diméthyltryptamine, en abrégé la DMT. Mais la DMT, c'est elle qui provoque les visions. Donc, par exemple, lorsque vous êtes en méditation et lorsque vous entrez dans cet état particulier, eh bien, vous avez votre cerveau qui va générer la DMT, qui est la molécule, si vous voulez, de la vision. Et D'accord. vous activez votre troisième œil. Il y a plein d'explications comme ça, si vous voulez, dans des domaines qui se connaissent pas, Oui. mais qu'il fallait synthétiser, Oui, quoi, qui hein. se rejoignent. D'accord. Voilà. Et Hein. est-ce qu'il y a des études aujourd'hui sur la zone que pour arriver entre guillemets, à y rentrer plus facilement? Bien sûr, hein, il y a des, si vous voulez, en France, hein, là aussi, on est en retard, mais tous Ouais, ceux qui travaillent en neurocardiologie, mais qui travaillent aussi, si vous voulez, sur, vous savez, c'est un monde qui devient complexe, hein. Quand par exemple, je sais pas, même pour des choses simples, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On va en vacances où? On va ici, on va là. Qu'est-ce que je fais? Le gamin, il est pas bien à l'école, je le change d'école, je le mets, etc. Mais si vous êtes dans des états de perception plus fines, eh bien, vous allez prendre des décisions qui sont aussi plus fines. Voyez? d'accord. Donc, une fois encore, hein, c'est pas uniquement, c'est dans n'importe quel domaine, n'importe quel domaine. Ok, d'accord. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que ça, non, mais ça, on peut imaginer que ça, dans le futur, on peut développer ben, nos capacités beaucoup plus et être plus fin dans nos décisions, plus fin dans nos actes. Et justement, ça peut amener vers ben, justement, un changement de société aussi grâce à ça. C'est vrai, c'est vrai. Je dis, hein, si vous voulez, on est passé du tout, on est en train de passer du tout neuronal vers le tout neurocardiaque, hein. Et donc, on va parler de cardioconscience, on va parler de cardioméditation, on va parler d'intelligence neurocardiaque, parce que, écoutez, il y a de plus en plus de gens qui si vous voulez, qui fonctionne à ce niveau-là. Je vais quand même dire, si vous voulez, il y a parce qu'on a eu des gens importants qui ont fait la formation sur la pensée intégrale ou qui ont fait des formations sur, si vous voulez, mes travaux sur l'intelligence du cœur, hein. Et c'est un commandant de la police des frontières, hein. Et donc, ce gars, il est en retraite maintenant, donc on peut en parler. Mais quand il a fait cette formation, ces formations, ça remonte à une douzaine d'années maintenant, il était encore en poste, hein, et il était capitaine. Et je lui dis, écoute, comment tu fais pour passer commandant? Oh, il dit que je suis encore trop jeune, mais tu sais, c'est guerre avant 45, 50 ans, il était un peu plus jeune, quoi, hein. Et donc, je dis, bah, écoute, hein, en cohérence cardiaque et en neurocardiologie, on va travailler sur ce poste. Et donc, il est passé commandant peu de temps après. Bref. D'accord. Et il est devenu le patron de la police des frontières dans un coin de France que je ne nommerai pas. Et un Ok, jour, il m'appelle, il me dit, dis donc, ça t'intéresserait d'intervenir chez les Bleus avec les techniques de cohérence cardiaque? Ça t'intéresserait d'aller à Clairefontaine? Je lui dis, ah bon?
Comment ça? Bah, il me dit, écoute, j'ai un copain de promo, c'est un commandant de la police nationale, c'est le patron de la sécurité des Bleus. Je lui ai parlé de tes travaux, il a écouté le son, il l'a travaillé, il a été interpellé, quoi, hein. Alors, D'accord. j'ai dit, ça t'intéresse? Non, il me dit, ça t'intéresserait? Bah, tu sais, c'est les Bleus, quoi, hein. Ben ouais. Et en fait, si vous voulez, le projet, il est pas passé, quoi, hein, Dommage. pour des raisons X, quoi, hein. Mais le fait que le patron de la sécurité des Bleus ait été interpellé et que les médecins des Bleus aient été interpellés, c'était intéressant. Je donne une autre anecdote, hein. J'ai eu pendant, oh là, elle va toujours, puisque je l'ai vu à Nice il y a 15 jours, là, une ancienne soigneuse de Dauphin qui a travaillé au Marineland de Nice, hein. C'est vrai que le Oui, Marineland, il a fermé maintenant, quoi, oui, hein. Mais elle, si vous voulez, bah, son job, c'était les dauphins tous les jours. Et donc, elle me disait, je peux plus travailler là-dedans parce que tu sais, les voir dans le bassin, même s'ils sont bien traités, euh, ils mais il sont y pas. en a une, et c'est une dauphine, elle s'appelle Joséphine, et Joséphine est en dépression nerveuse. Et donc, il y a les deux autres dauphins, ils se collent contre elle, et c'est comme s'ils essayaient de l'aider, quoi, hein. Et elle a eu une idée qui a été acceptée. Elle a utilisé le son, le cardiosmose, donc avec les dauphins, et y compris la dauphine qui était en dépression. Ok. Et au bout de, celle qui raconte, hein, au bout de, je sais pas, 5 à 7 minutes, hein, les dauphins, si vous voulez, vous savez, avec leur nageoire caudale, eh ben, ils sont capables de se mettre à la verticale. Oui, Et c'est les vrai. 3 dauphins, si vous voulez, ils ont été pendant 2 ou 3 minutes comme ça. Alors, on D'accord. a eu un projet, si vous voulez, au Marineland, hein, de Nice, hein, c'était de prendre des enceintes sous-marines, de mettre, si vous voulez, parce que l'eau et surtout l'eau salée, c'est un très très bon conducteur, hein, sonore. Et puis, si vous voulez, de faire travailler les gens, si vous voulez, de mettre les gens en cohérence cardiaque, hein, et de connecter le public, hein, avec l'activité neurocardiovasculaire des dauphins. Voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça, hein. Oui, il y a plein de possibilités finalement pour du mieux-être, hein. Non, mais c'est vrai. C'est Mais vrai. complètement, complètement, complètement. D'accord. Ben, Voilà. j'ai une question que je pose à tous mes invités en fin d'émission. Ouais. Ça peut être un peu rigolo des fois, mais qu'est-ce que vous diriez au Patrick d'il y a 30, 40 ans? Je dirais que ça a été vraiment un. Ça me rappelle un journaliste qui me dit comment est-ce que vous vous définiriez, Patrick Drouot? Alors je lui dis, écoutez, moi je suis un ver de terre. Alors il me dit comment? Ben, je dis je suis un ver de terre parce que j'essaie d'oxygéner le jardin planétaire, hein. Voyez, hein, parce que si vous avez des vers de terre dans votre jardin, ben, Oui, votre terre elle est fertile, quoi, hein. Il n'y a exactement, pas oui, de oui. vers de terre, c'est pas bon. Ben, je dirais que ça l'est toujours, hein, un parcours. Je commence seulement à synthétiser des choses que j'avais commencé à comprendre il y a 30, il y a 40 ou il y a 50 ans. Hein, je viens de passer la barre de mes 80 ans et donc je commence à avoir un recul sur la vie. Et je me dis, je les hommes et les femmes, les premiers Américains, les Amérindiens, qui étaient des architectes, des chasseurs, des potiers, des conteurs, des visionnaires, des saints hommes, ils ont tissé leur perception à travers à, à partir d'une vision stellaire, hein. Et je dirais que de mon futur vers mon passé, peut-être, c'est intéressant, hein, la question que vous me posez, parce qu'en plaisantant,
je dis parfois, je suis un voyageur du futur, égaré, amnésique au temps présent. Parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pensé, j'ai réfléchi, et il y a des moments où je me dis, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Ou pourquoi on m'a mis ça sur la route? Et je crois que il y a un esprit qui m'a insufflé dans tous les domaines que j'ai explorés, euh, une autre vision de l'être humain. Vous savez, j'ai pas de formation médicale ou psychanalytique, hein, je me suis formé hein, par moi-même à un certain nombre de choses, mais je dis toujours, c'est mes parents qui m'ont donné un cerveau qui marchait pas trop mal. Mais je savais pas qu'il y avait autant de gens qui souffraient dans leur vie. Il y avait autant de gens qui étaient pas bien dans leur existence, hein. Et je me disais, mais on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour être malheureux. On n'est pas venu pour souffrir. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et donc, j'ai dit, mais je dis au Patrick d'il y a 40 ans, bah, j'ai dit peut-être que tu restes un ver de terre, mais je suis aussi un ver luisant dans la nuit suprahumaine. C'est-à-dire que j'ai essayé d'apporter un peu de lumière. Et, De me montrer un peu le chemin, je sais pas, comme tu un vois, phare, éventuellement. vous savez, j'ai rencontré je sais pas, des dizaines, des milliers de personnes, si c'est pas plus, dans ma vie, quoi. Et donc, il y a des gens maintenant que je connais, enfin, qui ont suivi mon cheminement depuis 40, voire plus maintenant, quoi. Et quand ils me disent, t'as pas changé, eh ben, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. D'accord. Parce que, parce que nous sommes, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de participer à l'évolution des êtres humains et de l'univers, et aussi au but silencieux de notre Père du ciel, notre Créateur et notre Créatrice. Sébastien, merci beaucoup. Merci au public hein, qui nous écoute. Ben, merci beaucoup, Patrick. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Elle grandit de plus en plus. Je vous remercie vraiment énormément. Merci, merci. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, c'est juste un clic avec la souris, vous vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous ratez aucune émission. Donc, et puis, il y a plein de choses intéressantes à découvrir sur la chaîne à venir. Il y a un lien PayPal aussi dans la description de la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit don. C'est pas pour moi, hein, voilà, c'est vraiment pour avoir du matériel, meilleure qualité, professionnaliser la chaîne. Donc voilà, c'est après, c'est vous qui décidez, bien entendu. Donc je vous remercie vraiment très fort à vous tous. Et Patrick, pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin. Ah, Ouais. il y a quelque chose qui m'a interpellé, peut-être toute ma vie, c'est le terme de conscience. Et puisque j'ai parlé de pensée intégrale, la conscience intégrale, en tant que champ d'énergie, c'est une force naturelle. Elle est riche de dons créateurs, de bons instincts et de savoir immémorial. Et si éloignés que nous soyons de l'état de conscience originel, nous pouvons sentir sa présence. À travers les âges, il y a des hommes, des femmes, des sages, des saints, qui ont affirmé que lorsqu'ils fermaient leurs yeux, lorsqu'ils ouvraient leur conscience, ils pouvaient sentir sur leur visage la brise venue d'une patrie lointaine. Et leurs rêves font partie de notre patrimoine culturel et spirituel. Et nous avons quelque chose en nous qui est quelque chose de sacré qui s'appelle la vie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Patrick. Passez une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Au revoir.